Le lobby de l'hôtel Le Majestic à Paris était un sanctuaire de luxe froid et impersonnel. Le marbre poli reflétait la lumière glaciale des lustres en cristal, et chaque son, du clic-clac des talons hauts au murmure étouffé d'une conversation, semblait amplifié par le silence formel qui régnait. Était une belle après-midi ensoleillée, mais les rayons du soleil qui traversaient les immenses baies vitrées ne parvenaient qu'à souligner l'opulence stérile des lieux, sans y apporter la moindre chaleur. L'air y était raréfié, empreint d'une supériorité qui pesait sur les épaules. Les employés se déplaçaient avec une efficacité mécanique, leurs visages aussi lisses et inexpressifs que les surfaces qu'ils entretenaient. Était un monde où la richesse matérielle avait remplacé toute forme de connexion humaine. Un théâtre où chacun jouait son rôle avec une précision glaciale. Au centre de cette scène se tenait Stéphane, le directeur de l'hôtel. À 38 ans, il était l'incarnation même du succès, vêtu d'un costume de grand couturier qui semblait mouler sur lui, une montre de luxe au poignet et les cheveux impeccablement coiffés. Il dégageait une aura de contrôle absolu. Sa posture était rigide, son expression une étude de professionnalisme distant, un masque soigneusement forgé pour dissimuler ses origines modestes qu'il méprisait tant. Puis, un homme d'environ 70 ans entra, créant une dissonance immédiate dans cette harmonie calculée. Il se nommait Henri. Ses vêtements étaient simples, usés par le temps, mais d'une propreté irréprochable. Il portait une petite valise ancienne et ses chaussures avaient connu de meilleurs jours. Pourtant, son visage était serein et ses yeux, bien que fatigués, pétillaient d'une douce sagesse. Henri s'approcha du comptoir de la réception avec un sourire affable, demandant simplement une chambre pour quelques nuits. La jeune réceptionniste, formée à l'école de la méfiance de Stéphane, hésita, son regard balayant l'apparence modeste du vieil homme. Elle appela discrètement son directeur. Stéphane arriva, son pas rapide et autoritaire. Il toisa Henri de la tête aux pieds, un mépris à peine voilé tordant les coins de sa bouche. D'une voix forte, calculée pour être entendue par les quelques clients et employés présents, il lança « Ce n'est pas un endroit pour les gens comme vous ». Il lui suggéra avec une condescendance mordante de chercher une auberge de jeunesse, insinuant qu'il n'aurait jamais les moyens de payer une nuit ici. Il fit ensuite un signe aux agents de sécurité pour qu'ils l'escortent dehors, savourant cette démonstration publique de son pouvoir. Alors que les deux agents de sécurité s'approchaient, Henri ne montra aucun signe de panique ou de colère. Sa dignité resta intacte. D'une voix calme et posée qui trancha avec l'arrogance de Stéphane, il dit simplement « Stéphane, s'il vous plaît, appelez le numéro personnel de M. Renaud, le propriétaire. Le numéro est dans votre répertoire d'urgence. Dites-lui que son père est ici. » Le monde de Stéphane s'arrêta. Les mots le frappèrent comme une vague glaciale, brisant sa façade de supériorité en 1000 morceaux. Le sang quitta son visage, le laissant pâle et tremblant. Le choc, la peur et une honte cuisante l'envahirent. En un instant, le directeur tout-puissant, Naine, était plus qu'un homme terrifié, confronté à l'architecte de l'Empire qu'il venait d'insulter. C'est dans ces moments de vérité crue qu'on voit la nature des gens, et c'est pourquoi ces histoires méritent de être racontées. Votre soutien en vous abonnant nous permet de continuer à partager ces témoignages puissants. Le silence dans le bureau de Stéphane était plus assourdissant que n'importe quel cri. Chaque seconde qui s'écoulait après l'appel téléphonique avec son véritable patron, M. Renaud, semblait étirer le temps, le transformant en une torture lente. Le visage de Stéphane était une toile blême où se peignaient la panique et une honte profonde. Il retourna dans le hall, ses jambes tremblantes menaçant de le lâcher à chaque pas. Henri l'attendait. Assis tranquillement sur un des fauteuils en velours, son expression ni triomphante ni colérique, mais empreinte d'une déception sereine qui était bien pire. Il ne le congédia pas. Au lieu de cela, d'une voix douce mais ferme, il lui exposa sa sentence, une pénitence bien plus subtile que le renvoi. Pendant une semaine, Stéphane ne serait plus le directeur. Il serait son assistant personnel, son ombre, celui qui porterait ses bagages et ferait son lit.
Il allait apprendre ce que signifiait réellement servir. Le lendemain matin marqua le début de sa chute. Stéphane dut échanger son costume sur mesure contre un simple uniforme de service, un tissu rêche qui semblait gratter non seulement sa peau, mais aussi son orgueil. En traversant le hall, il sentit le poids des regards de ses employés. Certains détournaient les yeux par embarras, d'autres laissaient transparaître une satisfaction malveillante à peine dissimulée. Sa première tâche fut de monter la vieille valise d'Henri jusqu'à la suite présidentielle, le sanctuaire de luxe qu'il avait toujours considéré comme le sommet de son royaume. La poignée usée de la valise semblait brûler sa main. Chaque étage monté dans l'ascenseur de service était une descente dans les abîmes de son humiliation. Le poids physique de ce simple bagage était dérisoire comparé au fardeau écrasant de sa propre arrogance, qui pesait désormais sur ses épaules. Dans l'immensité de la suite, Henri commença à déballer ses affaires avec une lenteur délibérée. Il n'y avait aucune trace de jubilation dans ses gestes. Il sortit de sa valise un cadre en argent terni contenant la photo sépia d'une jeune femme au sourire lumineux. Il la posa délicatement sur la table de chevet, le regard perdu dans ses souvenirs. « Elle aurait adoré cette vue », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Stéphane. « Ma femme, Élise. Quand nous étions jeunes, nous passions devant cet hôtel et elle me disait qu'un jour, nous dormirions ici, juste pour voir le soleil se lever sur Paris. » Pour la première fois, Stéphane ne vit plus un vieil homme mal habillé, mais un homme qui avait aimé, qui avait perdu, et qui portait en lui une histoire bien plus riche que toutes les richesses matérielles de cet hôtel. Pendant qu'il nettoyait la salle de bain en marbre, une rage impuissante bouillonnait en Stéphane. Il frottait les robinets dorés avec une fureur contenue, son reflet dans le miroir lui renvoyant l'image d'un étranger. Il n'était pas encore rongé par le remords d'avoir mal agi, mais par la frustration de s'être fait prendre si stupidement. Il revoyait la scène, entendait ses propres paroles arrogantes résonner dans sa tête. Il en voulait à Henri, à ce vieil homme qui jouait au grand sage avec sa vie, avec sa carrière si durement bâtie. Il pensait à son propre passé, à la pauvreté qu'il avait fui, au sacrifice qu'il avait fait. Comment cet homme, qui était de toute évidence né avec une cuillère en argent dans la bouche, pouvait-il prétendre lui donner des leçons de vie? Son ressentiment était une armure fragile contre la honte qui le submergeait. Le soir, Henri demanda qu'on leur serve un dîner simple dans la suite, loin du faste du restaurant de l'hôtel. Assis en face de lui, Stéphane se sentait mal à l'aise, piégé. Henri, avec une curiosité sincère, commença à lui poser des questions sur son parcours, sur sa famille. Au début, les réponses de Stéphane étaient courtes, professionnelles, une façade qu'il peinait à maintenir. Mais il n'y avait aucun jugement dans le regard du vieil homme, seulement un intérêt calme. Peu à peu, les défenses de Stéphane commencèrent à céder. Il se surprit à parler de son enfance dans un petit village de province, de la fierté de ses parents quand il avait obtenu son premier emploi dans un hôtel. Ces étaient des souvenirs qu'il avait enfouis au plus profond de lui, des fragments de l'homme qu'il avait été avant de se perdre dans sa quête de statut. Le lendemain, Henri l'emmena dans les coulisses de l'hôtel, un monde que Stéphane ne connaissait que par les rapports et les plannings. Ils marchèrent dans les longs couloirs de service, sentant la chaleur des buanderies et entendant le fracas des casseroles dans les cuisines. Henri s'arrêtait, saluait chaque employé par son nom, s'enquérait de leur famille, de leur santé. Il présenta Stéphane, non pas comme le directeur déchu, mais simplement comme Stéphane, qui travaille avec moi cette semaine. Pour la première fois, Stéphane voyait les visages de ceux qui faisaient tourner la machine. Il vit la fatigue dans les yeux d'une femme de chambre, la fierté d'un jeune plongeur, la camaraderie des cuisiniers. L'hôtel N était plus une abstraction de luxe, mais une communauté vivante qu'il avait superbement ignorée. La pression extérieure ne tarda pas à se faire sentir, ajoutant une couche de souffrance à son épreuve. Alors qu'il traversait le hall, derrière Henri, il entendit deux clientes chuchoter et ricaner en le montrant du doigt. C'est lui, le grand directeur qui joue au larbin. Quelle chute! Leurs mots étaient comme des aiguilles plantées dans sa chair.
Plus tard, un jeune responsable qu'il avait lui-même formé lui donna un ordre avec un sourire narquois, savourant visiblement l'inversion des rôles. Chaque interaction était un rappel brutal de sa perte de statut. Dépouillé de son costume et de son titre, il se sentait nu, exposé, vulnérable. Il n'avait plus rien derrière quoi se cacher. Cette humiliation constante le forçait à affronter la personne qu'il était devenu, et l'image était insupportable. Un après-midi, alors qu'il prenait un café dans le salon, une jeune serveuse, visiblement nouvelle et nerveuse, trébucha et renversa son plateau juste à côté de leur table. Le bruit du verre brisé attira tous les regards. La jeune fille devint blême, les larmes aux yeux, s'attendant à être renvoyée sur le champ. L'ancien Stéphane l'aurait foudroyée du regard avant de la congédier sans un mot. Mais en voyant la panique dans ses yeux, il revit sa propre terreur, celle qu'il avait saisie quelques jours plus tôt. Avant même qu'Henri ne puisse réagir, Stéphane se leva, posa une main rassurante sur l'épaule de la serveuse et lui dit doucement que ce haine n'était pas grave. Il l'aida à nettoyer et assura à son supérieur qu'il s'agissait d'un simple accident. Henri l'observa. Et pour la première fois, un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Ce soir-là, l'atmosphère dans la suite était différente, moins tendue. Henri trouva Stéphane debout près de la fenêtre, contemplant les lumières de la ville avec une expression de profonde lassitude. « Pourquoi avez-vous si peur de vos origines, Stéphane ?» demanda doucement le vieil homme. La question simple et directe fit s'effondrer les dernières défenses de Stéphane. Les larmes qu'il retenait depuis des jours montèrent à ses yeux. D'une voix brisée, il confessa tout. La honte de son enfance modeste, le sentiment constant d'être un imposteur dans ce monde de luxe, sa peur panique que quelqu'un découvre qu'il n'était pas né pour cela. Il parla de ses parents, des gens simples et travailleurs qu'il avait fini par mépriser dans sa course effrénée vers le succès, et de son besoin désespéré de prouver qu'il valait mieux qu'eux. C'était le cri d'un homme qui, était perdu lui-même. Henriel écouta sans l'interrompre. Quand Stéphane eut fini, le silence s'installa un instant. Puis, Henri se mit à parler, non pas pour le juger, mais pour partager. Il lui raconta n'était pas né dans la richesse. Il lui révéla que son tout premier travail, à l'âge de 16 ans, avait été celui de porteur de bagages, ici même, dans cet hôtel. Il décrivit les chaussures trouées qu'il portait, le poids des valises des clients fortunés, et le rêve qu'il nourrissait en secret en les regardant. Il expliqua comment il avait économisé sou par sou, comment il avait étudié le soir, comment il avait bâti son empire à partir de rien, avec pour seule fondation le souvenir de ce travail humble et la dignité qu'il s'était toujours efforcé de conserver. Cette révélation fut un choc pour Stéphane, un tremblement de terre qui renversa toutes ses certitudes et créa un pont inattendu entre les deux hommes. À partir de ce moment, tout changea. Le rapport de force s'effaça pour laisser place à une forme de camaraderie, de mentorat. Stéphane ne voyait plus ses tâches comme une punition, mais comme un apprentissage. Il posait des questions à Henri, avide de comprendre sa vision des affaires, sa philosophie de vie. Ils partageaient leurs repas en discutant de tout et de rien, comme un père et un fils. Stéphane commençait à voir l'hôtel à travers les yeux d'Henri, non plus comme une entreprise froide et impersonnelle, mais comme un lieu de vie, un théâtre où se jouaient des milliers d'histoires humaines. La semaine de pénitence était transformée en une semaine d'éveil, une leçon qui valait bien plus que toutes les écoles de commerce du monde. Au 7e et dernier jour, ils étaient assis dans le hall, observant le balai incessant des clients et du personnel. La semaine s'achevait, et avec elle, épreuve de Stéphane. Henri se tourna vers lui, le regard bienveillant. La véritable autorité, Stéphane, ne vient pas d'un titre sur une carte de visite ou du prix d'un costume. Elle vient du respect que l'on gagne en donnant aux autres. Il marqua une pause, son regard balayant le hall. Dans cet hôtel, la personne la plus importante n'est pas le client le plus riche, c'est celle qui se sent la plus invisible. N'oubliez jamais cela. Ces mots résonnèrent en Stéphane, non pas comme une dernière leçon, mais comme le passage d'un flambeau. La question haine
était plus de savoir s'il allait récupérer son poste, mais quel genre d'homme il serait en s'y rasseyant. Le dernier après-midi de la semaine, alors que le hall de l'hôtel bruissait de son activité habituelle, une famille fit son entrée. Le père, la mère et leurs 2 jeunes enfants semblaient fatigués par un long voyage, leurs vêtements simples et leurs valises modestes détonnant avec l'opulence des lieux. Ils s'approchèrent du comptoir, où une jeune réceptionniste, formée sous l'ancienne direction de Stéphane, les accueillit avec un sourire professionnel qui ne parvenait pas à masquer son hésitation. Son regard balaya leur tenue, et sa voix se chargea d'une pointe de scepticisme lorsqu'elle leur demanda leur réservation. Stéphane, qui se tenait non loin avec Henri, sentit son cœur se serrer. Il voyait dans le malaise grandissant de cette famille et dans le jugement instinctif de l'employé le reflet hideux de l'homme qu'il avait été il y a à peine 7 jours. Avant même qu'Henri ne puisse esquisser un geste, Stéphane s'avança. Il se déplaçait avec une assurance tranquille, une autorité qui ne venait plus de son titre, mais d'une nouvelle conviction intérieure. Il ne se dirigea pas vers la famille, mais vers la jeune réceptionniste. Il posa doucement une main sur le comptoir à côté d'elle et lui adressa un sourire rassurant. « Tout va bien, Chloé », dit-il à voix basse pour que seuls eux 2 l'entendent. « Laissez-moi prendre le relais. Vous avez fait du bon travail. » Il n'y avait aucune réprimande dans son ton, aucune menace. Seulement une guidance douce. Il la libérait de cette situation délicate sans l'humilier, lui montrant par l'exemple une manière différente de faire les choses. Était son premier véritable acte en tant que leader, et non plus en tant que simple directeur. Il se tourna ensuite vers la famille, et son visage s'illumina d'une chaleur sincère qui sembla dissoudre instantanément la tension dans l'air. « Bienvenue à l'hôtel Le Majestic », dit-il d'une voix accueillante. « Nous sommes profondément honorés de vous recevoir. Pardonnez-nous pour ce petit contretemps. » Il prit lui-même en charge leur enregistrement, s'assurant que tout était parfait, puis, au grand étonnement du personnel présent, il saisit leurs 2 valises les plus lourdes. « Permettez-moi » insista-t-il devant les protestations polies du père. En les accompagnant vers l'ascenseur, il leur parla de la ville, leur demanda d'où ils venaient, traitant ses clients ordinaires avec la même déférence et le même soin qu'il aurait accordé à un chef d'État. De loin, Henri observait, et une larme discrète traça un sillon sur sa joue. Plus tard ce soir-là, dans le silence feutré de la suite, Stéphane se tenait près de la grande baie vitrée, le regard perdu sur les lumières scintillantes de Paris. L'épreuve touchait à sa fin, mais il savait que quelque chose en lui était irrémédiablement changé. Il se tourna finalement pour faire face à Henri, son expression empreinte d'une gravité nouvelle. « Je dois vous présenter mes excuses », commença-t-il, sa voix tremblante d'une émotion qu'il ne cherchait plus à cacher. « Pas pour vous avoir manqué de respect parce que vous êtes le propriétaire. Je vous demande pardon pour l'homme que J était devenu. J'avais tellement honte de mes origines que j'ai bâti ma vie sur le mépris de ceux qui me ressemblaient. J'ai oublié la valeur du travail, la dignité des gens simples. Je suis devenu la personne que mon propre père m'aurait appris à détester. » Henrielle écouta sans un mot, laissant la confession de Stéphane emplir l'espace. Lorsque celui-ci eut terminé, le vieil homme s'approcha et se posta à ses côtés, regardant lui aussi la ville lumière. « Il n'y a rien à pardonner, Stéphane, car je comprends cette peur, » dit-il d'une voix douce. « Je la comprends parce que je l'ai vécue. » Il marqua une pause, puis livra le secret qui allait sceller la transformation de Stéphane. « Il y a 50 ans, je n'étais pas le propriétaire de cet hôtel. J était le jeune homme qui portait les valises dans ce même hall. Je venais de la campagne. Mes chaussures étaient usées jusqu'à la corde. Et chaque soir, en regardant les clients fortunés, je me jurais qu'un jour, je construirais quelque chose qui repose non pas sur l'exclusion, mais sur le souvenir de ce que l'on ressent quand on se sent invisible. » Le choc de cette révélation laissa Stéphane sans voix, le souffle coupé. La vérité N était pas seulement surprenante, elle était libératrice. L'homme qu'il avait méprisé N n'était pas son opposé, mais son reflet dans le passé, le point de départ qu'il avait tant cherché à effacer. Le lendemain matin,
Henri lui rendit les clés de son bureau, non pas comme un roi à son vassal, mais comme un père à son fils. Son costume de directeur semblait différent sur ses épaules, plus léger. Sa première action ne fut pas de consulter des rapports, mais de descendre à la réception et de serrer la main de chaque employé en les regardant dans les yeux. Il n'était plus Stéphane, le directeur craint, mais simplement Stéphane, un homme qui avait enfin compris que son véritable bureau n'était pas au dernier étage, mais ici, au cœur battant de l'hôtel. Parmi les gens qui le faisaient vivre, le changement ne fut pas seulement personnel, il devint la nouvelle âme de l'hôtel. Stéphane lança ce qu'il appela le « programme Dignité ». Ce N n'était pas une simple formation, mais une révolution culturelle. Chaque nouvel employé, quel que soit son poste, passait sa première journée à travailler à une autre fonction. Les réceptionnistes dans les cuisines, les managers au service de chambre. L'objectif était simple, créer une empathie profonde et un respect mutuel en faisant l'expérience de la réalité de l'autre. L'hôtel Le Majestic, autrefois connu pour son luxe froid et impersonnel, se forgea une nouvelle réputation, celle d'un lieu où la chaleur humaine était le service le plus précieux. Les clients ne revenaient plus seulement pour les suites somptueuses, mais pour le sentiment, être véritablement accueillis et considérés. Une rareté dans un monde de faux semblants. 2 ans plus tard, le hall du Majestic était plus animé que jamais, mais l'atmosphère était transformée, empreinte d'une chaleur palpable. Stéphane, dont le visage avait perdu sa dureté au profit de rides de sourire, formait personnellement une nouvelle recrue. C'est alors qu'un jeune homme, aux vêtements modestes et à l'air visiblement intimidé, entra et demanda timidement s'il y avait un poste à pourvoir. L'ancienne équipe l'aurait sans doute éconduit, mais Stéphane s'approcha de lui avec le même sourire sincère qu'il avait appris à donner. Il ne vit pas un candidat sans expérience, mais le reflet de lui-même, et le reflet d'Henri, il y a 50 ans. Il posa une main sur l'épaule du jeune homme et lui dit « Bienvenue, racontez-moi votre histoire. Ici, c'est par là que nous commençons. » L'histoire de Stéphane est devenue une légende discrète entre les murs de l'hôtel. Un rappel que la plus grande des richesses ne se trouve pas dans les comptes en banque, mais dans la capacité à voir l'humanité en chacun. Le hall en marbre, autrefois un symbole de froideur, résonne aujourd'hui de rires et de conversations chaleureuses, la preuve vivante qu'un seul acte de compassion peut transformer un lieu et les vies qu'il abrite. Henri a finalement trouvé en Stéphane non seulement un directeur compétent, mais un héritier de sa véritable vision, celle d'un luxe qui sert les gens et non l'inverse. C'est pour continuer à partager des témoignages aussi puissants sur la nature humaine que votre soutien est si précieux. En vous abonnant, vous nous aidez à donner une voix à ces moments où la dignité triomphe de l'orgueil.